Nos invités du jour viennent de réaliser une épopée hors du commun en Ukraine, en pleine guerre. Interview. Alors, récit d'une épopée en Ukraine, tout a commencé il y a tout juste une semaine, vendredi 4 mars, en mairie de Sarreguemines. Brice, vous y étiez pour un rendez-vous professionnel, a priori rien à voir avec l'Ukraine. Que s'est-il passé? C'était même le jeudi, la veille, on avait une réunion de travail avec effectivement monsieur le maire et puis les différents adjoints. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient voir monsieur le maire pour dire on a un souci, on a une famille ukrainienne qui est là, avec les deux enfants, la maman, et il y a une des filles qui est restée à Kiev et qui a la possibilité de rejoindre effectivement sa maman. Alors cette fille, c'est Alina. En quelques mots, c'est qui Alina? Alors Alina, je ne connaissais pas. Quand on est venu, on m'a parlé d'une fille à aller chercher. Donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Alina, c'est simplement quel âge? Qu'est-ce qu'elle faisait à Kiev? Alors au début, moi je pensais que c'était une toute jeune, toute jeune de 19 ans. À Kiev, elle était restée parce qu'elle avait 30 ans. Donc elle est restée simplement pour continuer, parce que la guerre est arrivée. Sa maman et ses deux frères étaient déjà en France depuis quelques mois. Et elle était restée simplement au pays pour travailler à 30 ans, quoi. Alors, on est bien d'accord, vous ne connaissiez absolument pas Alina, ni sa famille d'ailleurs. La guerre en Ukraine avait été déclenchée depuis une semaine. Et quelque part, je dirais, malgré tout ça, pour vous, c'était une évidence d'y aller. C'est pourquoi vous? On pose la question au maire et à ses adjoints, écoutez, est-ce qu'on a une solution à trouver? Là, à un moment donné, je vois que tout le monde est un peu embêté. Forcément, elle est ukrainienne, pas ressortissance français, donc les solutions, j'en voyais pas beaucoup. Et à un moment donné, je dis à monsieur le maire, s'il n'y a pas de solution, moi j'y vais. Comme ça. Comme ça, comme ça. Simplement, on se laisse quand même jusqu'au lendemain, vendredi matin, pour que chacun trouve une solution, s'il y en avait peut-être une. Mais s'il n'y a pas de solution, je m'engage à y aller. Et du coup, vous vous êtes retrouvé à devoir y aller. Et du coup, vous avez embarqué Esat dans cette épopée. Alors, pourquoi lui? Alors, la veille, je lui envoie quand même le jeudi soir. Esat, j'ai dit, écoute, j'ai certainement une mission spéciale à faire. Est-ce que tu es partant? Esat a tout de suite dit oui, pensant que c'était plutôt des travaux à faire dans le sud ou des choses comme ça. Le lendemain, pas de solution trouvée. Mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il avait de spécifique? Parce que vous connaissez plein de monde, alors quelque part, pourquoi lui? Alors, il fallait quelqu'un d'assez gaillard, assez résistant, à deux, quelqu'un qui ait forcément du courage à y aller, parce qu'on est tous à vouloir des belles choses, mais à un moment donné, il faut passer aux actes. Il était effectivement de l'ancienne Yougoslavie, du Kosovo, donc il a connu aussi cette période de guerre civile en interne. Et c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis quasiment 10 ans, on a une confiance et c'est un ami. Donc, désigné volontaire d'office, mais quand Brice commence à vous dire ça, à vous proposer d'aller en Ukraine, vous l'avez vraiment pris au sérieux tout de suite? Oui, c'est quelqu'un de sérieux. Quand il dit quelque chose, je sais ce qu'il m'attend, donc voilà. J'ai suivi tout de suite, je n'ai pas réfléchi, quoi. Alors, pour partir dans un pays en guerre, vous aviez déjà vécu la guerre? Oui, on a vécu, j'ai vu du Kosovo, donc voilà, c'était pas la même guerre, mais on a vécu. Alors, choisi parce que c'est un gaillard solide, mais à part ça, tous les deux, vous avez quoi? Vous avez une formation militaire? Non, aucune. Service militaire, même pas? Non, aucune. Après, il fallait simplement se dire quel est le risque, le réel risque. Effectivement, on a eu des informations, médias et autres. On a analysé une situation et on s'est dit à un moment donné, on va se rapprocher au plus près entre ce qu'on voit et la réalité. On se fera une idée sur place. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est dit vraiment, si c'était vraiment dangereux à tel point, il y a une espèce de sensation qu'on aurait sur place. On s'était dit tous les deux, si vraiment, on risque à 99% de notre vie, on n'est pas militaire, effectivement. Tant pis, on serait rentré, etc. Alors, pas militaire, pas de formation militaire, et puis de toute façon, pas d'armes, pas de voiture blindée, pas d'escorte, pas de gilet pare-balles. Non. Une appréhension sur place. On part, donc jusqu'en Pologne, tout allait bien. Le premier coup de stress, c'est quand on a passé la frontière ukrainienne. Là, on passe entre des douaniers en civil avec une petite arme à la guerre. À des gens plus qu'armés, des chars, des gens qui affluent à la frontière, des réfugiés. Là, il y a une autre ambiance. Et elle s'est accentuée. On nous avait donné une autoroute pour rejoindre Kiev, parce qu'entre la frontière
On va en parler D'accord, après d'accord. du trajet, mais je voudrais parler aussi des autres personnes. Parce qu'en fait, vous avez été, vous deux, seuls sur la route, mais vous aviez un logisticien, si je puis Ouais. dire, qui était en contact permanent avec vous pour vous indiquer les routes à suivre. Alors c'est Frédéric Sliwinski. Qui est-il et concrètement, quel a été son rôle dans ce périple? Alors, c'est un ami depuis plus de 15 ans. On collabore ensemble sur des plans de permis. Donc, il est basé sur Saint-Avold. C'est quelqu'un qui a une toute loyauté, une toute confiance, effectivement, mutuelle. Je l'ai contacté parce que quand on rentrait dans le pays, il a fallu qu'on se déclare auprès de l'ambassade et il y a une cellule de crise qui est prévue pour ça, qui est d'Orsay, qu'on s'enregistre et autres. Et après, on pouvait avoir des informations venant d'eux. Mais nous aussi, on pouvait leur donner des informations. On avait peur sur place, on ne le connaissait pas, de couper cette liaison-là. Donc pour ne pas la couper, Frédéric s'est proposé de faire ce trait d'union entre les informations recueillies sur Paris et lui qui nous transmettait les différentes informations. Alors justement, vous avez été en contact avec le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, mais comment s'est établi ce contact et concrètement, ça consistait en quoi? Alors le contact a été établi par Nicole Triss, la députée, qui elle est plutôt côté État, donc qui a plutôt, alors c'est pas qu'à Sarreguemines, on n'est pas à ces entrées-là, mais c'était plutôt une députée qui est plutôt du côté de Paris, qui a réussi à me donner les numéros de téléphone et les différents interlocuteurs. Donc en fait, une équipe, on dit toujours, il y a une personne sur le terrain à l'armée et il y en a 9 derrière. Tout est important. Celle qui décroche le téléphone, tout ça c'est important. C'est comme ça qu'une mission, entre guillemets, y aboutit, c'est le travail d'une équipe. Ça s'est passé comme ça. Au début, quand on leur a dit qu'on allait sur place, ils ont dit, vous êtes sûr de faire le bon choix? On a plutôt des gens qui viennent dans l'autre sens, mais pas dans ce sens-là. On s'en est rendu compte, une autoroute de 2 espaces, on était les seuls à aller dans ce sens-là. Il y avait des kilomètres de bouchons de l'autre côté. Voilà. Après, c'est comme un projet, il faut constituer en roulant une équipe. On se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des logisticiens, il faut de la base arrière, il faut des plans. Ça va évoluer. Forcément, il nous faut des informations assez fiables. Donc en même temps qu'on avançait, des gens se sont greffés à nous. On proposait leur aide, tant bien que mal, etc. Frédéric était là pour 2-3 heures. Il a passé 5 jours. Mais c'est ça, j'allais dire, parce qu'il a été votre boussole en continu, à vous guider à distance. Il était, je crois, le seul interlocuteur vraiment permanent durant tout le trajet. Alors nous aussi, au niveau de Mosaïque Cristal, on a été en contact permanent avec lui. Et il y a une chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'au bout d'un moment, il se rendait même plus compte de quel jour on était. Ouais. Est-ce que vous réalisez ça? Il était comme avec nous dans la voiture. Il s'était donné une mission, une responsabilité du coup prise. Et effectivement, toutes les demi-heures, toutes les heures, il nous alimentait en cartes, en renseignements, en informations, qui nous a permis d'aller jusqu'au bout et surtout de revenir. On en parlera tout à l'heure. Et ça, dites-nous un petit peu, parce que du coup, vous étiez tous les deux dans la voiture, à vous relayer au volant. Je crois que c'est vous qui avez énormément conduit en plus. Mais vous avez fait cet aller-retour quasiment d'une traite. Comment on fait pour tenir? Je ne sais pas. J'ai l'impression que quand on est dedans, on ne pense pas ni à la fatigue, ni aux peurs, ni à rien. Donc voilà, on avance. On avance. Plus vite on avance, c'est mieux ça. Alors, plus vite on avance, on va la reprendre, cette chronologie. Donc, vous êtes parti le vendredi soir, vers 19h. Sarreguemines-Kiev, en temps normal par les routes directes, c'est une distance de 2000 km, 23 heures de conduite, ça vous fait bien rire. À peu près, ouais. Alors, évidemment, en temps de guerre, c'est pas du tout la même chose. Comment ça s'est passé pour vous, ce fameux trajet aller? Jusqu'en Pologne, c'était de l'autoroute quasiment tout le temps. Ensuite, l'entrée en Ukraine sur les premiers 100, 200, 300 km, ça a été aussi, on était sur l'autoroute. Tout s'est compliqué à un moment donné, où on a Frédéric qui nous envoie un plan de carte et qui nous alerte que l'autoroute qu'on devait emprunter vient d'être prise par les Russes. Donc là, c'est les 100 derniers kilomètres avant Kiev. Donc, plan B, on va passer par le sud, ce qui nous a contraint à faire un détour de 400 km par les chemins de campagne. Ok. Alors, du coup, après tout ça, vous vous retrouvez à atteindre Kiev, mais en fait pas tout de suite. Vous êtes d'abord bloqué. Il y a des checkpoints partout, en fait. Alors, elle me dit tout à l'heure. Énormément. 97 jusqu'au Kiev.
97 checkpoints. 97, oui. Où vous deviez un petit peu expliquer qui vous étiez, Montrer ou patte blanche. c'était juste des ralentissements, Non. ou il fallait vraiment... Non, il fallait s'arrêter. Il fallait s'arrêter parce que dans une guerre, il y a énormément de gens de la partie adverse qui peuvent être infiltrés pour donner des renseignements pour les frappes aériennes. Les fameux espions russes. Les fameux espions russes, c'est vraiment pas une blague. Donc ils contrôlaient à la fois la voiture, à la fois les personnes, et ils nous faisaient ouvrir à chaque fois les voitures pour voir s'il n'y en avait pas d'armes à l'intérieur. Et ils ne trouvaient pas ça un petit peu complètement hallucinant, deux Français qui viennent jusqu'à de Kiev Paris, hein. Mais c'était ça ce qui était pour eux très pour Suspect. suspect. Ouais. Ils ne croyaient pas quand ils disent pas à Kiev, ils ne croyaient pas. Ils tournaient la tête, ils étaient étonnés. Mais qu'on les expliquait pour quelles raisons et tout ça, et là, ils étaient très très fiers de nous. Donc voilà quoi. Et sur un checkpoint, c'est deux personnes de l'armée. Ensuite, ce sont énormément de gens comme nous tous autour de la table. Qui protégeaient leur village et leur. Donc ça peut être assez aléatoire. Le contrôle peut être assez aléatoire. Alors, il y a eu tous ces aléas sur la route. Il y avait aussi le problème de couvre-feu. En fait, vous arrivez à Kiev, mais vous n'arrivez pas vraiment, quoi. Non, on arrive, alors le couvre-feu était à 20h, on a décidé de rouler encore pendant 2 heures pour se rapprocher le plus possible de Kiev pour être le lendemain assez tôt finalement à la Donc là, on est déjà le samedi soir. Hein. Déjà samedi soir, alors dans l'actualité qu'on recevait, donc l'Est, le Nord-Est, le Nord, le Nord-Ouest et l'Ouest, du coup avec l'autoroute, étaient prises. Donc le seul point finalement d'entrée, c'était le Sud. On imagine vraiment tout autour encerclé. On se dit, bon, il y a le couvre-feu qui permet de rentrer dans la ville à 7h du matin. On va essayer de devenir le plus proche possible. Donc on s'est rapproché une trentaine de kilomètres. Il fallait trouver un endroit où dormir, sachant qu'on ne pouvait pas dormir au checkpoint. Eux, trop dangereux pour eux. Qui on est, s'il n'y a pas une bombe, est-ce qu'attention, ce ne sont pas des espions. Donc très très loin. Ouais, là où vous auriez pu vous sentir en sécurité, ouais, voilà. vous percevez comme un danger en fait. Donc là, on a fait le tour, on s'est posé près d'une station-service qui était fermée, au bord de l'autoroute. On s'est mis en retrait. On s'arrête, 10 minutes après, on reçoit notre plan de situation avec Frédéric. Attention, les Russes, c'est 10 km. Vous allez dormir à 10 km des Russes. Bon, on analyse la situation, on se regarde. On dit, bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. On reste là maintenant. Il était 22h. On se dit, bon, ils vont peut-être pas forcément puis en plein la journée. couvre-feu, vous n'avez pas tellement de choix de toute façon. Pas tellement le choix. On reste et on attend. Et on dort dans ces cas-là? Non. Vous n'avez pas dormi du tout, c'est ça? Non, on a fait quoi? 120 heures? Ouais, Les trajets, j'ai 1h35 minutes de sommeil. Ouais, il n'a quasiment pas dormi. Ouais. Quasiment pas dormi. La nuit, moi j'ai dormi parce que comme je devais le relayer, je me dis, bon, dès que je peux dormir, je dors, comme ça, s'il faut, je le relaye. La nuit, il a vu et entendu les missiles qui tombaient sur Kiev, 30 km c'est pas loin, avec des explosions, de la lumière rouge effectivement, donc il n'a pas dormi non plus. On a des gens, tu me disais, qui se sont arrêtés à côté de notre... c'est ça. La nuit, qui s'arrêtent à côté de nous. Ouais, c'est pas rassurant. Non, c'était moyen. Surtout quand il s'arrête et part au bout des 5 secondes, c'est pas bon quoi. Ouais. Ok. Bon gré mal gré, la nuit se passe. Le dimanche matin, vous reprenez la route, vous allez au cœur de Kiev ou à peu près. Vous atteignez donc la capitale et Alina. Quelle a été sa réaction en vous voyant? Alors déjà, on est resté au checkpoint assez longtemps parce qu'ils nous ont laissé passer qu'à 7h30, sachant qu'on était là-bas depuis 1 heure. Dans le convoi, c'était énormément de convois humanitaires, quasiment que ça. On a pris le parti pris de partir dans Kiev parce qu'elle avait une particularité, c'est qu'elle était au nord de Kiev. Donc là, c'est 1 km des Russes. On est à côté, donc tout au nord. Et elle ne pouvait pas, elle, se rapprocher? Alors je vais l'expliquer un petit peu pourquoi. On a décidé de longer le fleuve. Parce qu'on s'est dit, techniquement, s'ils doivent bombarder quelque chose, ça sera forcément des bâtiments. Ils ne vont pas bombarder un fleuve, un pourtour de fleuve, etc. C'est un sacré pari sur l'avenir quand même, mais bon. Ça c'est un sacré pari. Je me dis, assez tôt, c'est des gens qui... Enfin voilà, c'est en l'air. Ils ne vont peut-être pas frapper tout de suite à 7h du matin, ils vont peut-être se laisser le temps. Enfin, il y a eu plusieurs suppositions par rapport à ce qui s'était passé la veille. On décide d'y aller, on arrive au nord, elle vivait dans un immeuble, on se pose... On lui envoie un message pour dire qu'on est là. Elle a mis 20 minutes pour sortir. Alors, pourquoi elle a mis 20 minutes? C'est quelqu'un qui était totalement tétanisé, logé chez des amis. Pour elle, sortir, c'était mourir.
Hein, elle a fait des crises de tachycardie quand on est rentré, parce qu'elle avait encore le son des bombes qui tombaient, qui ont des sons sourds, avec, elle disait, les vitres qui se gondolaient, le bâtiment qui tremblait. Ouais. Pour elle, sortir, c'était mourir. Du coup, si vous vous attendiez à une explosion de joie et à ce qu'elle vous saute au cou, c'était pas ça du tout, quoi. Non. En plus, elle était logée dans une famille qui a choisi de ne pas venir avec nous. Mhm. On a quand même posé la question. Donc c'était une famille qui était propriétaire de leur logement avec son mari médecin et qui pensait plutôt rester pour peut-être soigner les gens, etc. On leur posait plusieurs fois la question. On avait en plus de la place pour la ramener. Et le choix non. Donc elle est rentrée un petit peu à Bar-Soudi, totalement terrorifiée d'affronter le monde extérieur. Donc c'est Et pour puis ça. vous connaissiez pas. Alors il y avait au moins pas trop la barrière de la langue. Elle parle bien anglais. Elle parle bien anglais, oui. Mais du coup, en tout cas, pas d'euphorie de son côté. Et vous étiez dans quel état d'esprit? Est-ce que vous étiez euphorique de ça y est, parce que c'était votre cible, Alina. Oui, c'est vrai, on allait pour elle, donc il fallait tout faire pour la récupérer. Et là, on était contents d'avoir vu qu'on puisse, voilà, parce que surtout elle ne croyait pas. Hein. Quand Brice, il appelait des fois, il disait on est de 3 heures, de 4 heures, elle ne croyait toujours pas. Hein. Juste quand elle nous a vus, quoi. Mais oui, je pense que c'est largement quand on a vu qu'on est vraiment de les cibles et qu'on peut récupérer. Donc vous, content, peut-être quand même pressé de Oui, repartir, exactement. je suppose. Alors, Très vite. Vous avez commencé à le dire, vous leur avez proposé à ces gens chez qui Oui. elle était hébergée Oui. de venir en France, ils ont refusé. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, Oui. le fait de n'avoir ramené qu'une seule personne d'Ukraine. Il n'y avait vraiment pas d'autres volontaires, de gens qui auraient voulu embarquer dans le van? Il faut être sur place pour savoir. Et nous, on a fait même, quand on est rentré au Moldavie, il y avait tellement de gens, on a discuté avec Brice, mais voilà, il y en a des gens là, on peut récupérer quelqu'un. Et c'est tellement organisé qu'il y avait des gens de la famille qui venaient avec les voitures, qui récupéraient tout ça. On voyait personne à pied une fois qu'ils étaient aux frontières. Oui, puis et les trucs, aux frontières, il y a aussi les bus de réfugiés. Ils venaient maintenant. aussi par les Croix-Rouges. Une fois qu'ils sont signalés chez les Croix-Rouges, on n'a plus le droit de prendre des réfugiés. Il y a des gens qui font des trafics, qui profitent de la guerre. Il faut des trafics d'organes, des trafics des enfants et tout. Donc, c'est complètement interdit de toucher quelqu'un, de prendre avec la main via de la voiture. Non, c'est tout organisé. Il y a un vrai commerce de la guerre. Donc les gens avaient peur de faire confiance. Et comme tu disais, on pouvait rentrer dans une voiture et plus aller là où on voulait. C'était aller dans des pays. C'était en plus que des femmes et enfants. C'est ça. Puisque les hommes étaient partis à la guerre. Donc c'était que femmes et enfants. Ensuite, on a quand même posé la question au Quai d'Orsay si déjà il y avait des ressortissants français qu'on pourrait prendre. Donc là, il n'y en avait plus aucun. Les quelques-uns qui restaient étaient motorisés. Donc, plus nécessité. Ceux à qui on a proposé, donc ceux qui hébergeaient Alina, étaient, je pense qu'ils vont attendre le dernier moment pour partir, parce qu'ils étaient attachés à tout ce qu'ils ont payé dans toute leur vie. C'est leur pays, c'est leur économie, etc. Donc, attachés. En espérant qu'ils ne le payent pas de leur vie. Ouais, le bâtiment a été bombardé le lendemain. On ne sait pas, on n'a pas d'informations à savoir s'ils sont encore en vie ou non. Ensuite, autre chose, il y a des ONG qui sont là pour ça, parce que c'est une question d'organisation. Vous prenez des gens, vous les mettez en voiture et vous arrivez 2500 km plus loin en France. Il faut hébergement, éducation, enfin, il y a tout ça derrière. On a croisé personne sur la route. Personne. Les gens qu'on voyait dans les images marcher sur la route, c'est quand les bus arrivaient aux frontières, 3-4 km avant, et qu'il y avait 20 heures de queue. Donc ils se sont dit, ou on part à pied et on marche 1 heure, ou on fait 20 heures ou 30 heures de queue dans les bus. Ensuite, ils étaient accueillis, et il y a toute une vraie logistique derrière. Nous, on n'était pas équipés à cette logistique-là. En tout cas, on a croisé personne. Les aides qu'on a proposées, les gens ont préféré rester, et il n'y avait plus de ressortissants étrangers. Et aux frontières, comme tu disais, ils étaient assez bien organisés. Il y a donc des garçons, des hommes de moins de 60 ans, qui venaient déposer leur famille, leurs femmes, leurs enfants aux frontières. Elles passaient à pied les frontières, et de l'autre côté, il y avait des voitures qui les réceptionnaient pour être hébergées, je pense, dans les pays limitrophes. Donc en fait, ça, entre ce qu'on voyait et la réalité... Oui, et puis sur les réseaux sociaux, ça va très vite de critiquer, on le sait. Alors, il y a plein de gens aussi qui ont salué votre exploit. Oui. Mais ceci dit, tant qu'on est dans les critiques, il y a beaucoup d'internautes, Brice, qui vous reprochent d'avoir transformé cette épopée en un énorme coup de com', une campagne publicitaire complètement inédite. Vous leur répondez quoi? C'est vrai, c'est un énorme coup de com' pour le courage et le partage. Effectivement. Si ça peut servir effectivement à ça, à se dire qu'aujourd'hui, vous voyez là, les gens sont très individualistes. Il faut faire les choses.
Nous, on n'est qu'un maillon. Moi, je me sentais, avec ESAT, d'aller sur place. Mais là, on a eu des contacts pour loger les gens, pour l'éducation, etc., etc. Il faut juste faire. Si ça a permis à un moment donné, je vois alors, c'est comme quand vous allez au restaurant. Les gens qui sont contents, ils ne mettent pas d'avis. Les gens qui sont mécontents. Ça représente 0,1% de la population. En France, on aime bien critiquer. Mais ce n'est pas grave. Ces 0,1% occupent 50% de l'espace. Il faut juste se dire que c'est 0,1% de cette population-là. Les 99,9% qu'on a eus, ce sont des gens qui ont trouvé des habits, trouvé des logements, frais d'éducation. Pour Alina, il y a vraiment une vraie succession derrière. Ça a une répercussion mais énorme du courage. Moi, j'ai rien à gagner. Je ne fais pas de marché public, je fais rien. Et il fallait y aller. Hein, j'ai quand même 4 enfants à la maison. Je ne vois pas... on ne m'a pas payé pour ça. On ne vend pas des t-shirts dans le monde entier, etc. Donc, mais les critiques sont nécessaires. Il faut juste que ces gens-là, à un moment donné, qu'ils fassent un petit quelque chose aussi. Eux, un tout petit. Il ne faut pas forcément faire 5000 km, etc. Vous leur dites arrêtez de critiquer, agissez, quoi. C'est juste ça, mais un petit truc. Alors, on va revenir à la chronologie, si vous voulez bien, parce que du coup, vous êtes à Kiev, vous avez récupéré Alina et son chat. Parce qu'il y avait son chat aussi. On est dimanche matin, vous récupérez Alina et son chat, et là, en fait, vous êtes loin d'être tiré d'affaire, puisque vous êtes au nord de Kiev, il faut rentrer, et le trajet du retour, en fait, il s'avère encore bien plus compliqué. Oui, c'est vrai. Pour le retour, c'était plus compliqué. Le retour, oui. Donc, on repasse par là où on était passé 2 heures avant, hein, le checkpoint. Et là, pareil, Frédéric nous renvoie effectivement une alerte, c'est qu'on ne peut plus repasser par l'endroit par lequel on est venu, c'est-à-dire l'ouest. Parce que des villes sont en train d'être bombardées. Ils avaient bombardé des aéroports qui étaient proches, effectivement, des voies où on pouvait partir. Et même là-dessus, on commençait à bombarder, effectivement, des véhicules, entre guillemets, civils. Donc le seul choix, c'était le sud. Donc le sud, c'est la Moldavie. Donc là, il y a une autoroute. On a roulé à 150, 160. On était seuls sur l'autoroute. Et on a vraiment tracé, parce que tout autour de nous, c'était des bombardements intensifs. Donc là, oui, là c'était la deuxième fois où on s'est dit, on n'aimerait pas que l'aventure se finisse mal, quoi. Là, on a eu un petit peu, effectivement, les chocottes. Ouais. Alors, il y a ça, et ensuite, c'est loin d'être fini, parce que autant à l'Allier, vous le disiez, vous étiez seul, oui. Autant au retour, vous vous êtes retrouvé dans un flot ininterrompu, c'est ça ? C'est un vie-ma-vie de réfugié. Donc, c'est des heures incessantes au poste frontière, parce que quand on a en Moldavie 4 douaniers qui doivent filtrer 2000, 3000 véhicules, et qui mettent quand même 2-3 minutes par véhicule, parce qu'il faut savoir qui on est, les passeports, contrôler le véhicule, voir si le véhicule n'est pas volé, contrôler s'il n'y a pas d'armes non plus, hein, qui sont sortis effectivement du pays. Ça a pris 14 heures en Moldavie, 6 heures en Roumanie et 11 heures en Hongrie. En passant par les Carpates, moins 12 degrés, on a été obligé quasiment de sortir les chaînes, des petits chemins, la Moldavie très très pauvre, hein, c'est des gens comme il y a 100 ans, ils n'ont pas l'eau courante, ils ont encore des puits comme eau courante, donc l'état des routes très moyen, on avait peur de crever, on a eu peur de manquer d'essence, alors heureusement qu'on avait 120 litres dans le coffre, sinon je pense qu'on n'aurait pas été capable d'être là encore aujourd'hui. Ça a été beaucoup de choses qui ont fait que le retour était, on va dire, compliqué. Et l'usure surtout, le stress. Bien sûr. Parce que du coup, vous êtes finalement arrivé à Sarreguemines dans la nuit de mardi à mercredi, vers 3h du matin, je crois. Mais entre-temps, justement, durant ce très long chemin du retour, vous êtes dans le huis clos d'un van. Il y a la guerre, il y a la fatigue, il y a les embouteillages, il y a les heures d'attente aux frontières. Et vous êtes à 3, plus un chat, dans ce tout petit espace. Comment on gère dans ces cas-là l'aspect psychologique et les craquages potentiels, les craquages nerveux, voire physiques ? Alors, il y a eu un moment donné où il y a Alina qui a fait une crise de tachycardie, effectivement, qui est comme son chat d'ailleurs, terrorisée. Les deux, de subir tout ça, elle a eu un stress. On a décidé à un moment donné de quand même s'arrêter. C'est quand même arrêté pour prendre une douche et un repas chaud. Alors c'est rien. Et de se reposer à un moment donné, une demi-heure, 1 heure,
simplement à souffler pour revenir sur une vie normale. Mais rien que la douche, c'était tout, d'avoir des habits où ça sent bon, etc. Parce que là, ça fait quand même depuis 2-3 jours où on avait quasiment les mêmes habits. On n'osait pas sortir, on ne faisait rien. Donc ça a été une bonne coupure. Et après, 2500 km de route pour rentrer. Mais propre. Presque frais et dispo. Presque frais et dispo. Heureusement. Alors, Brice, moi j'ai eu l'occasion aussi de vous interviewer lundi midi en direct sur Mosaïque Cristal quand vous veniez de franchir la frontière, d'entrer en Union européenne via la Roumanie. Et dans cette interview, à un moment, vous m'avez dit que ce qui vous a le plus marqué dans tout ce périple, quelque part, ça a été de voir ces hommes ukrainiens dire au revoir à leurs proches, dire au revoir à leurs enfants et partir combattre. Vous-même, vous avez des enfants, ils ont quel âge et vous leur avez dit quoi avant de partir en Ukraine? Alors, 10, 11, 12, 14, famille recomposée. Les plus grandes étaient au courant. Les miens, je ne les ai pas prévenus. Ni la maman, ni les miens, je les ai volontairement pas prévenus pour pas créer du stress, entre guillemets, pas inutile, mais du stress. Donc je les ai pas prévenus. Après, on pense vraiment la mission, on n'est pas militaire, c'est certain, mais on pensait vraiment, on a donné une parole, on a voulu aller à la parole et on a voulu arriver jusqu'au bout de la mission. On ne se pose pas toutes ces questions. On veut, voilà, alors on n'a sauvé qu'une vie. Mais le prix de la vie, c'est quoi? On en a sauvé une. Si on n'avait pas eu toutes ces coïncidences d'être avec le maire, d'avoir ces Ukrainiens en détresse, parce qu'elle pleurait quand même depuis 4 jours, cette maman, etc. Il y a eu beaucoup de choses. On a dit on y va. On n'a sauvé qu'une personne. C'est déjà une personne, effectivement. Après, la détresse, oui, on l'a vu. Donc vous avez des gens militaires, gens comme nous, qui disaient au revoir, des enfants en bas âge, à la maman. Donc eux partaient effectivement avec les voitures direction la frontière, et le mari et le conjoint partaient de l'autre côté armés, sachant qu'ils avaient des fois pas une formation militaire forcément. Bien sûr. Et vous, Ezat, est-ce que vous avez des enfants et qu'est-ce que vous avez dit à vos proches avant de partir? Moi, j'ai mon épouse qui est au Kosovo en ce moment, avec les petits, qui a 6 ans. J'ai quand même appelé pour lui dire comment j'y vais, parce que j'avais pris la décision tout de suite. Oui, elle n'a pas vécu, c'était pas facile pour elle. Pour 4 jours non plus, elle n'a pas dormi. C'est difficile, mais on ne pense pas à tout ça. Quand on prend une décision, si on commence à réfléchir à tout, on ne fait rien de la vie. Alors même sans forcément y réfléchir, mais au cours de tous ces jours sur la route, il n'y a pas eu un seul moment où vous vous êtes dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Non, jamais, jamais. J'ai été même interviewé par une chaîne de télé au Kosovo. Ils m'ont posé la question pourquoi en Ukraine. Mais j'ai dit, il n'y a pas qu'en Ukraine. Même si ça se passe, c'est une personne qui est russe et qui est de détresse et qui est quelqu'un de normal, qui n'est pas... Voilà, donc au fait, pour moi c'était un humain, c'était pas une femme, une dame, un monsieur, un petit. Pour moi, il m'a appelé, c'est un ami. Il m'a proposé les lettres, j'ai dit ok, sans souci, dis-moi juste à quelle heure on repart. Donc voilà, c'est tout. Il fallait aller sauver une personne, peu importe qui est cette personne. Mais on savait qu'il est en détresse, il a besoin de nous. Et vous, Brice, il n'y a pas eu un seul moment, une seule seconde où vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je fais là? On ne pense plus à ça. On est trop fatigué pour se rendre compte. Non, on ne pense plus, on y va. On s'est engagé, mais c'est comme dans la vie finalement. On dit, on fait. Et alors aujourd'hui, comment vous allez tous les deux? Est-ce que vous avez pu vous reposer? Est-ce que vous êtes remis de vos émotions? Moi, je crois que tout doucement, on va se reposer. On a le temps, donc c'est pas... Moi, alors... Et je crois que tous les deux, on n'aime pas trop les sommeils, donc on se lève très tôt toujours, même quand on est fatigué. Alors, je me suis couché à 3h30, il y a 10h, j'étais déjà à Nancy, parce que je suis de garde les mercredis. C'est le mercredi des enfants, donc j'ai passé... Bon, ça m'a fait du bien aussi de voir effectivement mon fils et ma fille. Après, je suis rentré et à 9h30, je dormais parfaitement bien, jusqu'à ce matin. Enfin dormi comme un bébé. Ouais. Alors, et Alina, aujourd'hui, comment va-t-elle? Est-ce que vous êtes en contact avec elle? Est-ce que vous savez ce qu'elle va devenir? Alors, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on s'est occupé du chat, entre guillemets. Donc hier, il y a un vétérinaire au centre-ville qui a accepté très volontiers de s'occuper du chat, parce que c'est un chat qui vient hors d'Europe, donc... aucun papier. Aucun papier, donc vous recevez des courriers de la préfecture, c'est tout juste si ce n'est pas l'expulsion. Hein.
Là, il y a eu une dame, qui s'est proposée de l'accueillir chez elle dans ce logement, parce qu'ils ont un logement tout petit avec les parents. Donc une personne sur Sarreguemines qui s'est proposée d'offrir effectivement son logement pendant les quelques mois qui viennent, sachant qu'elle était prévenue que la guerre ne s'arrêtera certainement pas demain. Mon docteur généraliste qui va la voir demain pour aussi faire un tour un petit peu médical si tout va bien. Et puis maintenant, c'est quelqu'un qui va devoir se reconstruire pour se dire qu'elle est dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît pas la langue. Donc voilà, mais c'est quelqu'un, je pense, qui va aller de l'avant. Encadré, il y a déjà sa maman, c'est déjà pas mal. Et après, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui vont sortir du canapé et puis vont pouvoir concrètement faire quelque chose. Alors vous êtes parti en Ukraine pour une opération de sauvetage, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a des Français qui partent se battre en Ukraine. Il y a quelques étrangers, une petite brigade étrangère apparemment qui serait en train de se former en Ukraine. Ça, c'est quelque chose que vous comprenez. Quelle est votre réaction à ça ? Personnellement, je commence à comprendre parce que c'est une frontière entre l'Europe et un pays qui est assez agressif, comme la Russie. Des fois, il faut mieux chasser les loups de la montagne avant qu'ils rentrent à la maison. Une fois qu'il est au niveau de la porte, c'est trop tard. Très très peu sceptique sur beaucoup de choses, mais ça sent pas bon. Ouais, ça sent pas bon. Alors, l'exemple des masques, au début, on n'avait pas besoin de masques. Rien. Et 3 mois après, on était tous confinés. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais si ça venait aller plus loin, ça risque quand même de chauffer, chauffer bien. Nous, on est des sandwichs. Il y a les États-Unis qui sont à 10 000 km et on a nos voisins qui sont à côté, qui ont les énergies, qui ont le fuel, qui ont le gaz, qui ont 35 ou 40% de blé. Le prix de l'essence, là, on était diesel à 2,40 €, 2,45 € sur l'autoroute. Je pense que ça va être compliqué. Alors peut-être plus facile, entre guillemets, je caractérise dans le Beacherland où on a du bois, on peut faire de la culture, on peut être autonome. Je crains que Ils ont besoin de gaz et d'essence comme tout le monde dans le pays de Beacherland. Oui, mais le Parisien, entre guillemets, lui est dépendant à 100% de ce qui l'entoure. Je pense que plus on arrive dans des petits villages, ma tante qui est dans un village de Boxurul, 134 habitants, elle fait son potager depuis toujours, l'eau c'est de l'eau de la ville, je veux dire, il pourrait y avoir la guerre installée qui serait autonome à chacun, ils s'échangent les poules, les lapins, etc., etc. Plus on va rentrer dans des grandes villes, on est de plus en plus dépendant à beaucoup de choses, je pense plus ça va être compliqué. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, qu'il y aura un accord qui se passera avant, mais si ce n'est pas le cas, je pense que ça peut être très vite, dans les 3-4 mois, devenir compliqué, vraiment devenir compliqué. Donc, Vous êtes très pessimiste aussi ? Je pense qu'ils n'ont pas de choix. À un moment ou à l'autre, il faut discuter. La meilleure guerre, c'est les discussions. Nous, comme Kosovo, on a vécu pendant des centaines d'années sous l'occupation. Aujourd'hui, voilà, il y a des discussions qui durent, ça fait plus que 20 ans. Ce que je trouve dommage, c'est que dans une guerre qui est injuste en Ukraine, c'était un peu la même chose que chez nous. Mais aujourd'hui, chez nous, on a des gens qui payent leur prix fort parce qu'ils ont protégé leur famille et leur pays. Ils se trouvent dans les tribunaux de la Haye. C'est comme demain en Ukraine, on prend tous les généraux parce qu'ils ont protégé leur ville, de les ramener dans les tribunaux de la Haye. Donc ça, je trouve que c'est injuste. Mais dans le monde, voilà, il y a toujours d'injustice, et donc on fait tout pour que... Donc je pense que notre geste à nous, c'est pas un truc héroïque, on n'est pas des héros, mais on a fait quelque chose pour un petit peu sensibiliser les gens, pour voir que voilà, on peut faire des trucs sans aller se battre là-bas. Mais au risque peut-être quelque chose qu'on a, parce que malgré tout, on a une famille, on a tout ce qu'il faut. Et... Chacun, je donnais toujours l'exemple, on était un incendie. Il faut celui qui tient la lance, il faut celui qui pilote l'échelle, il faut celui qui conduit le camion, et il faut aussi la personne qui va décrocher l'appel. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est voilà, chaîne, tout le monde nous on s'est senti avoir la lance. Voilà, les gens sont à un moment donné prédestinés ou destinés, je sais pas, à quelque chose, on le ressent comme ça, rien n'arrive jamais par hasard. Nous c'était ça. Mais il y a eu des gens derrière. Il faut que chacun, à son niveau, puisse, dans des périodes dures, un petit peu se ressouder et arrêter cet individualisme, le nombril du monde, etc. Ouais. Ceci dit, tout ça, ça vous est quand même arrivé au départ complètement par hasard. Et vous, a priori, vous ne saviez quand même pas trop dans quoi vous mettiez les pieds. Aujourd'hui, après ce périple, après ce que vous avez vu, après ce que vous avez vécu,
Si aujourd'hui une famille vous disait au secours, on a un de nos proches qui est coincé là-bas, est-ce que vous y retourneriez? Est-ce que vous referiez une telle expédition? Alors on a eu quand on était sur place, on a eu un Français de Willerwald qui nous a dit qu'il est totalement désespéré parce qu'il y a sa femme qui est à 300 km à l'est. Bon, sauf que là, il est chez les Russes. Donc ça, là c'était... on aurait mis en jeu nos vies, la vie d'Alina. Non, ça, on ne savait pas faire. Ça, il y avait vraiment un risque non, mais là, il y avait vraiment un risque de mourir. Ça, on ne pouvait vraiment pas faire. À refaire différemment, bien sûr qu'on l'aurait fait, peut-être différemment aussi, peut-être un peu plus tôt, pour peut-être sauver un petit peu plus de gens. Peut-être convaincre aussi plus les gens qu'il faut partir, il faut pas rester dans les maisons, parce que le seul qui connaît finalement le dénouement, c'est Poutine. Il n'y a que lui qui connaît effectivement le dénouement. C'est lui qui va vouloir aller au bout ou pas au bout. C'est lui qui a tout. Aujourd'hui, ça nous montre bien que on va aller plus loin. On va aller plus loin. Maintenant qu'il n'y a plus de personnes, on va aller plus loin. Ils ont l'armement, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Ouais, on aurait pu faire les choses différemment et autres. Nous, on n'était pas préparés. Ça s'est fait en 24 heures. En 24 heures, il fallait décider d'organiser, partir à deux. On a une mission, là, on l'a faite. Après, on peut toujours nous reprocher plein de choses, etc. Oui, il n'y a que ceux qui font rien qui... Et vous l'avez fait et vous êtes revenu à Oui. 3, je dirais même à 4. On a eu de la chance. Puisque du coup... On a eu vraiment beaucoup de chance parce que 2 heures après qu'on soit parti sur Kiev, effectivement, le quartier était bombardé. On a eu, entre guillemets, une fenêtre de tir. On n'aurait pas pu faire ça le lendemain. Je pense que le lendemain, on n'aurait pas pris la décision d'aller la chercher. Retourner maintenant chercher des gens, ça serait l'opération suicide. Là, ça serait vraiment suicidaire. Là, ça serait vraiment suicidaire. Là, c'est vraiment des gens formés à ça, à la guerre. Ça s'appelle des mercenaires, ça s'appelle tout ce qu'on veut. Mais là, c'est au-delà de nos capacités. Franchir les balles, franchir les missiles, etc. Ça, c'est pas. Après, c'est un métier. C'est plus le nôtre, quoi. Mais vous avez fait une action incroyable. Et vous en êtes revenu, et heureusement, et un énorme merci aussi pour ce témoignage sur Mosaïque Cristal. Merci beaucoup à tous les deux. C'est une interview que vous allez pouvoir revoir et partager depuis la page Facebook et la chaîne YouTube de Mosaïque Cristal, et puis sur notre site internet aussi, mosaïque-cristal.tv. Très bonne journée à tous.